Bonjour tout le monde, je viens vous faire aujourd'hui un point lecture sur mes lectures de Belgstagram. Donc on va avancer mon avancée des lectures pour le Belgstagram. J'ai lu 4 livres cette semaine pour le Belgstagram, ça a été assez... Enfin allez, celui-là je l'ai fini le 31 janvier. Mais je l'avais commencé déjà en Guadeloupe. Mais voilà, les autres, sinon j'ai lu 3 livres cette semaine pour le Belgstagram. J'ai pris les petits puisque j'ai participé, comme vous allez pouvoir le voir dans le vlog. Je crois qu'il a déjà été publié le vlog, ou alors il viendra juste après. Ça dépendra du montage de la vidéo. J'ai lu pas mal de petits livres cette semaine puisque j'ai participé au challenge petit mois petite lecture et février d'Apal. D'ailleurs je vais encore aller colorier ma carte. Donc voilà, du coup ça m'a permis de prendre des petits livres du Belgstagram. Donc voilà. Je vous fais du coup un point lecture seulement pour mes lectures du Belgstagram, pas sur les autres livres que j'ai lus cette semaine. Ça vous le verrez dans le vlog. Je pense pas faire un point lecture sur les autres livres que j'ai lus parce que je crois qu'à part ça, il n'y a eu que 2 petits romans jeunesse. Enfin voilà, j'en parlerai sur Instagram aussi. Bref. Du coup, je vais commencer par les 2 livres e-book que j'ai pas sous la main parce que sinon je les ai oubliés. Donc j'ai lu, en fait j'ai écouté en audiobook La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Je l'avais acheté en e-book il y a très longtemps, il y a 2 ans je crois, dans une opération Hopstar. Vous savez, chaque année ils font une opération Hopstar avec des livres e-book moins chers, je crois que je l'avais eu à 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Et il traînait dans ma palle, et du coup ce mois-ci je me suis dit il faut que tu le sortes parce que tu as un livre que tu dois lire pour Lily Charleston. En tant que lectrice, enfin, voilà, je suis pas obligée de le lire celui-là, le formulaire a déjà été rendu, on s'était partagé en deux équipes, et moi j'avais pas pris ce livre-là. Mais je vais le recevoir quand même, et en fait ce livre qui va sortir, je ne sais plus le titre, reprend un personnage de La femme au manteau violet, et apparemment si on le lit, il y a quand même un gros spoiler par rapport à La femme au manteau violet. Bon après, franchement, après avoir lu La femme au manteau violet, je pense que le spoiler ne m'aurait pas dérouté, parce que clairement c'est très facile de deviner ce qui se passe dans ce roman, hein. Mais bon voilà, pour les personnes naïves peut-être pas. Bref, du coup je l'ai enfin écouté en audiobook. C'était bien, mais c'est pas une lecture qui va me rester à vie. Donc en fait ici on est dans un roman à double temporalité. Ça fait un peu roman type Kate Morton, avec un peu moins de secrets, un peu plus de facilité pour deviner ce qui se passe. Mais voilà, c'est un peu le même type d'ambiance, donc secret de famille, entre 2 époques. Donc on va être à notre époque, je crois que c'était en 2018, en France, où on va suivre une jeune femme qui va se retrouver à enquêter sur des ancêtres de sa famille, parce que, j'ai pas envie de trop vous en dire, mais voilà, elle va se retrouver à enquêter sur des ancêtres dans sa famille, elle va devoir se rendre au Royaume-Uni pour ça. Et tout ça est lié à une certaine Charlotte qui, en 1929, elle vient d'une famille assez aisée, et elle a épousé un homme assez aisé également, et elle va se rendre à New York avec lui. New York qui est en pleine époque de prohibition, et en fait elle va se retrouver romantiquement impliquée avec un autre homme. Du coup son mari va la prendre et va l'abandonner à New York, et il va prendre tous ses papiers, sauf qu'elle a un enfant qui est resté dans son pays natal, et elle a aucun moyen de retrouver cet enfant, puisqu'elle n'a plus aucun papier pour quitter les États-Unis. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était assez chouette. Maintenant voilà, c'était pas incroyable, j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas super originale. Ça se laisse lire tout seul, c'était un chouette moment de lecture, j'ai passé un bon moment en lisant ce roman, mais voilà, il n'y a pas eu... Déjà j'ai deviné tout directement, je trouvais qu'il n'y avait aucun suspense, c'était assez facile à deviner. C'était assez couru d'avance également, et c'était aussi assez niais. Bon, vous savez que moi je suis pas la plus grande fan des romances, et ici c'était quand même très cucu, faut le dire, très cucu, surtout vers la fin. À la fin je levais les yeux au ciel tellement c'était niais, mais voilà. J'ai quand même aimé ma lecture. Je pense que ceux qui aiment bien la romance déjà, et ceux qui aiment bien Clarisse Sabart aimeront, mais ce n'est clairement pas le meilleur Clarisse Sabart, et voilà, clairement il me restera pas en mémoire, et je vais lire l'autre roman qui va sortir maintenant, qui parle d'un autre personnage de La femme au manteau violet. Je sais même pas de quel personnage ça parle, mais je vais pas me jeter dessus quand je recevrai le livre. Je suis pas plus emballée que ça à lire ce roman, je dois dire. Voilà, pas grand chose à en dire sur ce roman, voilà, c'est pas une chronique très élaborée, parce que j'ai pas grand chose à en dire en fait. J'ai lu également du coup un autre e-book qui est Les perles de l'Énéarque d'Adé Martel. Donc Adé Martel, elle a sorti une saga qui s'appelle Les larmes de Sahel. Je vous en ai déjà parlé, donc il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. Là elle va bientôt sortir le 3, quoique j'ai vu qu'elle a tout supprimé pour tout le réécrire, donc
Je sais pas quand elle sortira le 3. Du coup, les perles de l'énéarque nous permet d'attendre un petit peu avant la sortie du tome 3. Et c'est une petite nouvelle en fait, une petite nouvelle qui est quand même une grosse nouvelle hein, par rapport au nombre de pages. Alors moi il faisait 96-96 pages sur ma liseuse, mais vous savez quand on tourne ça met le même nombre de pages parfois sur les liseuses, ben là ça me faisait ça aussi. Et il me semble que quand je l'avais mis sur mon téléphone il était mis 200 pages, donc voilà je sais pas, il est entre 100 et 200 pages. Et ici en fait c'est une donc, petite nouvelle qui nous parle d'autres personnages autour de l'univers des larmes de Sahel. Je vais pas vous résumer les larmes de Sahel, juste pour ceux qui ont déjà lu cette saga, on va s'intéresser à deux personnages. C'est deux jeunes enfants qui se sont rencontrés à 5 et 6 ans et qui vont grandir. Et un de ces enfants va devenir un homme, et devenir un homme ça veut dire procréer, puisque on est dans un univers où il faut assurer la pérennité de l'espèce, on va dire ça comme ça, et surtout s'assurer d'avoir assez d'hommes, et du coup, en fait, c'est dans ces clans qui sont des clans dans un désert, etc., il y a divers clans, les hommes servent à engrosser les femmes, et les femmes doivent faire des bébés, etc. Et du coup, on va vraiment rentrer dans le côté psychologique. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler les larmes de Sahel en fait. Mais on va vraiment rentrer dans le côté psychologique et savoir comment vivent d'autres personnes de ces clans par rapport aux autres personnages de l'intrigue principale des larmes de Sahel. Comment ils vivent cette obligation de survie, ces obligations qu'ils ont pour ça, etc. Voilà. C'était très chouette, très bien écrit, très fluide, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai été ravie des choix scénaristiques qui peuvent être, je vais pas en dire plus, mais j'ai été ravie, c'est mon côté un petit peu, je ne trouve plus le mot, sadique, voilà, mais je vous en dis pas plus. Voilà, très, très chouette nouvelle qui se lit très 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 rapidement et voilà, qui nous fait patienter entre 2 tomes. J'ai lu, que je vais terminer avec le dernier, mon préféré après, j'ai lu En l'absence des hommes de Philippe Besson, qui est une romance homosexuelle en temps de guerre, on va dire ça comme ça pour faire un résumé très, très bateau. Donc en fait on va suivre ici Vincent, et je me souviens des noms des personnages là. On va suivre Vincent en 1916, qui a 16 ans. Il est évidemment en pleine guerre 14-18, Première Guerre mondiale. Sauf que lui, par son jeune âge, n'est pas encore enrôlé, en tout cas dans cette histoire il n'est pas enrôlé parce qu'il est trop jeune. Et il va faire la rencontre de Marcel Proust avec qui il va entretenir une amitié platonique. Je cherchais le mot hier dans mon vlog, platonique, ça y est je l'ai. Voilà, ça va être une amitié où ils vont se voir, ils vont beaucoup parler, ils vont s'écrire des lettres, mais ça va jamais aller plus loin. Et en même temps, il va entretenir une relation non platonique, clairement sexuelle, avec un jeune homme qui est un soldat qui a 21 ans, qui est en fait... Vincent vient d'une famille très aisée, ils ont des servants en fait, et Vincent est un fils d'une de leurs servantes. Et lui il va revenir, il va avoir une permission pendant 7 jours, et pendant ces 7 jours il va en profiter pour avouer qu'il aime Vincent, donc c'est Arthur il s'appelle. Donc Arthur va avouer son amour à Vincent, et ils vont profiter de ces 7 jours pour vivre un début d'histoire d'amour en fait. Voilà, et du coup Vincent va entretenir ces 2 relations avec les 2 hommes, il va pas leur dire que... À chacun il ne dit pas qu'il parle ou qu'il discute ou qu'il a une relation avec l'autre. Et puis à un moment, forcément, la permission va se terminer et Arthur va devoir retourner au combat. Voilà. Et alors à partir de ce moment-là, ça va être des échanges de lettres. Je vous en dis pas beaucoup plus. C'est un roman très calme, il se passe pas grand chose, en fait on est purement dans de la relation. On est dans la tête du personnage, on est dans la psychologie et on voit ce que c'est de s'aimer en temps de guerre en fait. Et en plus c'est une romance homosexuelle, à cette époque-là c'est une romance interdite, donc ça apporte encore une dimension en plus à l'histoire que j'ai trouvée très très bien écrite, très intelligente, très humaine, très authentique, vraiment c'était super bien fait. J'ai trouvé ça, pourtant c'est très court, hein, j'ai trouvé ça long vers la fin de la partie 2, je me disais ok ça devient très répétitif, de nouveau peut-être un peu niais, à un moment j'en ai eu marre, mais voilà, la fin de la partie 2 va redynamiser parce qu'il va se passer quelque chose qui va redynamiser la partie 3. Ça se lit très vite, c'était vraiment très bien fait, et j'ai aimé ce contraste entre justement ces 2 relations que vit Vincent, qui a une relation avec un homme qui est traumatisé, qui a vécu et qui va revivre l'horreur, qui vit la guerre, et cette relation encore assez naïve et innocente
avec Marcel Proust qui lui n'est pas du tout impliqué dans la guerre parce qu'il a 45 ans mais il est asthmatique, du coup il n'a pas été enrôlé. Et du coup on a un vrai contraste entre les deux. Ces habitants qui continuent à vivre, qui ne sont pas encore fort impactés par la guerre à cette époque-là, et cet homme, ce jeune soldat qui lui est complètement impacté. Ça fait un gros choc entre les deux relations qu'entretient Vincent, et j'ai trouvé ça super bien fait, c'est très bien écrit, et voilà, c'est un chouette roman qui se lit tout seul et qui est assez émouvant. Et je termine avec mon coup de cœur, Intersidéral, vraiment, ça va être mon premier gros 20 sur 20 de 2022, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern que Steph, donc Picky Bookin, m'a offert dans le swap qu'on a fait pour Noël. Oh, quelle claque, mais oh mon dieu quoi, c'était incroyable, c'est un ovni, quelle imagination possède cette autrice, je suis époustouflée par le talent de l'autrice, par son écriture. On a vraiment l'impression qu'elle nous raconte des histoires, des légendes au coin du feu. C'était magnifique. Donc ici dans ce roman, on va suivre Zachary Ezra Rollins. On n'arrête pas à chaque chapitre de mettre son nom complet, donc je l'ai retenu. Qui va, en fait c'est un universitaire, il étudie les jeux vidéo, et dans sa bibliothèque, il va tomber, enfin dans la bibliothèque de l'université, il va tomber sur un étrange livre, anonyme. Il n'y a pas d'auteur, voilà, c'est un livre qui semble complètement abandonné et mal classé. Et c'est le livre de La mer sans étoiles. Et en fait, ce roman est composé de plein de petites histoires. Et d'ailleurs, dans ce roman-ci, on est coupé entre chaque chapitre par la réalité et par les histoires qui sont racontées dans La mer sans étoiles et dans d'autres romans par après. Donc on a à chaque fois plein de petites histoires, plein de petits fragments d'histoire qui font un peu penser à des petits fragments de mythes, de légendes, voilà, d'histoires oubliées, qui vont en fait s'imbriquer les unes les autres, elles ont toutes plus ou moins un lien. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Mais du coup, voilà, Zachary va prendre ce livre et il va le lire. Et quelque chose d'étrange va se passer parce qu'il va se rendre compte qu'un chapitre parle de lui. Et ça parle d'un passage en fait dans son enfance où il va tomber un jour sur une étrange porte dans une ruelle près de chez lui qui n'était pas là avant et qui a été dessinée sur un mur. Et cette porte semble bien réelle, elle semble pouvoir s'ouvrir, mais il ne va pas l'ouvrir. Et c'était une occasion ratée pour lui en fait de rentrer dans la mer sans étoiles. Et il va tomber sur ce chapitre et il va se demander mais comment ça se fait qu'il y ait un chapitre sur lui qui parle, enfin dans ce livre qui parle de lui. Comment est-ce que l'auteur a pu savoir ce qui lui est arrivé parce qu'il était tout seul dans cette rue, il n'y avait personne et voilà. Et il va commencer à enquêter et il va se retrouver impliqué dans une aventure assez rocambolesque mais mystérieuse, passionnante, vraiment autour de la mer sans étoiles. Il va découvrir un univers complètement à part, complètement magique, qui tourne en grande partie autour des histoires et des romans en général, de la littérature. Et il y a énormément de réflexions cachées dans ce roman, de très belles réflexions, c'est très 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 poétique, beaucoup de poésie, une magnifique plume. La mer sans étoiles, en fait, elle contient, c'est un monde complètement caché qui contient un labyrinthe de livres et il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ce labyrinthe qui ont pour but de protéger ces livres, de protéger tout cet univers-là. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, à part que c'était, voilà, au niveau de mon avis, c'était complètement prenant. À chaque fois que je plongeais dans ce roman, je savais plus lâcher le bouquin. J'étais embarquée dans un monde complètement à part, j'avais l'impression de m'évader complètement. C'était, voilà, j'ai pas d'autre mot, c'était grandiose. C'était grandiose. C'est un roman qui va me marquer à vie, je crois. Il était magnifique. Il m'a fait un petit peu penser, par l'aura générale du livre et un peu par le côté narratif et le style, au Cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón. Parce que je sais pas, il y avait une ambiance comme ça un petit peu similaire qui m'a fait penser à ça. Il y a aussi évidemment l'ambiance autour des bouquins et un petit peu le style de la narration. C'est pas du tout la même intrigue, mais j'ai retrouvé un peu ce plaisir que j'ai eu en découvrant la saga du Cimetière des livres oubliés. Et du coup j'avais un petit côté nostalgique par rapport à ça et ça m'a donné envie de relire les livres de Carlos Ruiz Zafón. Et voilà, si vous avez aimé cette saga, à mon avis, vous aimerez La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, j'en suis sûre et certaine. Voilà, je sais pas vous en dire grand chose parce que je trouve que c'est un livre à vraiment découvrir par soi-même et je pense qu'il plaira à tous les passionnés de lecture. Vraiment, les passionnés de littérature, c'est un livre qui est fait pour vous. Alors, il y a certaines personnes, je sais, qui n'ont pas accroché à l'intrigue parce que c'est très original et c'est vrai que on peut complètement ne pas rentrer dans le roman et je le comprends, je le conçois complètement, mais par contre on ne peut pas remettre en
en cause, on ne peut pas nier le talent de l'autrice qui a un talent d'écriture incroyable. Ça, voilà, même si on n'aime pas l'intrigue, on ne peut pas nier ça. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Du coup, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à lire pour le Belgstagram. Bah ça va, on est jusque fin mars, il y a moyen. Et en plus, il y a encore les petits livres dedans, du coup, il y a moyen. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans ou si un de ces romans vous tente. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!